Bonjour et bienvenue dans la quotidienne condensée des numériques, l'essentiel de l'actu tech en quelques minutes. Ce matin, on s'est bien marré puisque Daz était notre invité pour le live. Je vous invite à aller voir le replay en lien juste en dessous de cette vidéo. Et on va vous faire maintenant l'essentiel. On commence évidemment avec les actus autour de l'Ukraine et de la Russie, les actus tech bien sûr, avec un nouveau réseau social qui va se prendre ses distances avec la Russie. Instagram n'a pas été bloqué en Russie, mais Instagram va désormais flaguer, c'est-à-dire alerter sur les contenus dits de propagande du gouvernement russe, un peu comme Twitter l'a fait avant d'être bloqué. C'est Meta qui vient de l'annoncer. Côté gaming, le bundle Itch.io a dépassé son objectif des $1 million en quelques heures. Ce bundle de quasiment 1000 jeux a déjà levé quasiment 2,4 millions de dollars. Je vous rappelle qu'il est toujours disponible pour encore 8 jours. On enchaîne désormais avec justement Twitter. Je vous rappelle que Twitter a été bloqué par l'État russe il y a quelques jours. Twitter vient de mettre en place un projet autour de Tor qui va permettre, je vous le rappelle, via la structure anonymisante, j'ai envie de dire, de Tor, de rendre Twitter imbloquable en Russie. Allez voir cette annonce qui va être très importante puisque désormais c'est un réseau qui était beaucoup utilisé pour s'organiser et qui n'était pas disponible. On va enchaîner avec les backbones et les gens un peu centraux dans les connexions internet et de savoir s'il faut couper ou pas internet à la Russie. Chacun prend un petit peu ses décisions. Ce coup-ci, c'est Lumen qui a décidé de couper ses activités en Russie et Lumen est notamment assez utilisé par des gros services russes. Donc, encore une fois, l'internet russe devrait le sentir. Et en face, c'est l'inverse. Cloudflare a décidé de ne pas stopper ses services en Russie. Ils expliquent qu'ils vont évidemment aider les efforts ukrainiens, mais que pour eux, évidemment, pour contrer les efforts de Vladimir Poutine, il faut plus d'internet en Russie pour aider justement les Russes à plus s'informer et à plus échanger. Donc vous voyez encore une fois que tout le monde n'est pas d'accord sur les étapes et les initiatives à prendre envers la Russie. Quittons du coup l'Ukraine et la Russie et passons en Corée du Sud avec Samsung qui n'en a pas fini avec cette histoire de Ghostgate. Qu'est-ce que c'est que le Ghostgate? Je vous rappelle, c'est le scandale autour du Game Optimizer Service, un logiciel que vous ne saviez pas que vous l'aviez dans votre téléphone S10, S20, S21 ou S22 et qui est censé optimiser la performance des jeux, mais surtout gréver les performances dans 10 000 autres applications. Le genre de petite bidouille qui avait déjà valu une fessée à OnePlus il y a 2 ans. Chez Samsung, ils se sont fait choper, ils ont annoncé qu'ils allaient corriger la situation, mais le régulateur et l'autorité anticoncurrentielle coréenne va se pencher et lancer très formellement une enquête sur cet abus de la part de Samsung, et puis surtout, le géant coréen pourrait faire face à une action collective de la part des clients qui auraient commandé ou précommandé des Samsung S22, mais aussi des S21, S20 et S10, puisque ces derniers pourraient se sentir victimes d'une publicité mensongère, Samsung promettant le meilleur des performances sur leur téléphone, ce qui ne serait pas le cas avec ce fameux Ghost. Affaire à suivre. On va passer du côté d'un autre géant, mais ce coup-ci les Chinois, et c'est Xiaomi qui va officialiser enfin ces Xiaomi 12. Je vous rappelle qu'ils ont été officialisés pour la Chine simplement au mois de décembre, mais n'étaient toujours pas officiels pour le reste du monde et notamment la France. Conférence du coup le mercredi 15 mars à 13h en direct. Ce sera très certainement Xiaomi 12 et 12 Pro. Peut-être qu'on aura un Ultra si la surprise est énorme. Mais on a évidemment hâte de les avoir entre nos mains pour les tester. Je vous rappelle, ces téléphones sont très attendus. Xiaomi jouit d'une grande popularité, notamment en France. On enchaîne avec l'autre gros morceau, c'était évidemment Apple. Je vous rappelle qu'on a fait une vidéo dédiée pour vous résumer toutes les annonces d'hier, mais je vous les refais ici très rapidement si vous les avez loupées. Un iPad Air avec un processeur M1 à l'intérieur, un iPhone SE avec un prix qui a un peu augmenté, mais un design qui n'a pas beaucoup évolué malheureusement. La nouvelle puce M1 Ultra qui sont 2 puces M1 Max qui ont fusionné, tels Sangoten et Trunks, et autour, un Mac Studio qui vient se placer entre le Mac Mini et le Mac Pro, extrêmement puissant et qui fait déjà couler beaucoup d'encre. Le tout sera surmonté évidemment un nouvel écran, le Studio Display, 27 pouces, 5K et 1 750 € pour ce petit bébé. C'est pas si cher quand on voit que le Mac Studio coûte entre 2 300 et 9 000 €, que l'iPhone SE commence à 530 € et que l'iPad Air, lui, commence à 700 €. Pour le reste des annonces, Apple s'intéresse au baseball, j'espère que ça fera plaisir aux 2 personnes qui regardent du baseball ici, vous me direz dans les commentaires. Passons maintenant au transport, on en a beaucoup parlé ce matin, mais ce qui nous a intéressé surtout, c'est une batterie. Elle viendrait de chez Gogoro. Je vous rappelle que Gogoro est un des services les plus puissants en Asie, notamment sur les scooters, avec notamment un système de batterie swapping. Vous ne rechargez pas votre scooter en Asie, vous avez plutôt des stations. Vous enlevez votre batterie, vous la posez dans la station de recharge, vous en prenez une neuve et vous repartez. Gogoro vient d'annoncer un partenariat avec Prologium Technologies
pour montrer eh bien, leur première batterie solide. C'est bien Eric de service de voiture qui m'a dit que ça s'appelait comme ça. Donc une solid state batterie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une nouvelle structure qui va venir remplacer le lithium-ion, beaucoup plus sécurisé, donc moins vulnérable à des incendies par exemple, et surtout qui va embarquer dans le même volume beaucoup plus de capacité. On aurait une hausse de plus de 50 à 60% pour une taille équivalente. Voilà, on passerait de 1,7 kWh à 2,5 kWh, donc extrêmement impressionnant. Et même si Goro n'est pas le premier à offrir des batteries à l'état solide sur le marché, la taille de l'acteur fait que ça pourrait accélérer grandement leur adoption et aussi accélérer grandement l'autonomie, donc la performance et l'adoption des véhicules électriques à suivre évidemment en France dans quelques mois, voire quelques années. On revient en France et on passe à Cédric O, notre secrétaire d'État au numérique, futur ex-secrétaire d'État, puisqu'il a annoncé qu'il ne continuera pas dans la vie politique quel que soit le résultat de l'élection présidentielle 2022. Une décision qu'il a mûrie depuis 1 an selon ses dires et qu'il avait déjà transmis au président Macron. On verra donc du coup qui sera son ou sa successeur. Déjà on verra qui va être le successeur ou la successeur d'Emmanuel Macron d'ici quelques semaines. On revient en France et on va parler ce coup-ci de l'Arcom. L'Arcom, c'est la fusion entre le CSA et l'Adopi, un peu comme les deux M1 Ultra. Et l'Arcom, une des premières missions un peu médiatisées, c'est de venir faire un peu le ménage et de donner un peu d'ordre dans l'accès des sites notamment pornographiques pour les mineurs en France. Je vous rappelle que c'est un gros sujet depuis quelques semaines avec des associations françaises qui ont saisi notamment l'Arcom pour enfin agir et obliger une forme de contrôle parental ou une forme de vraie reconnaissance à l'entrée et pas juste de dire j'ai 18 ans, bien sûr. Après avoir essayé de bloquer plusieurs sites, en voici 5 qui sont sur le grill de l'Arcom et qui pourraient se retrouver bloqués s'ils ne rentrent pas dans les nouveaux critères pour être accessibles sur l'Internet français. Pornhub, Tukiff, Xhamster, XNXX et Xvideo, et bientôt potentiellement YouPorn et RedTube pourraient se voir bloqués par l'Arcom qui les prévient d'ailleurs qu'ils ne pourront pas mettre en place des sites miroirs pour être accessibles en France s'ils ne venaient pas à se mettre en règle. On va voir cette grande bataille. Je vous rappelle que c'est une grande bataille que pour l'instant aucun régulateur, notamment au Royaume-Uni, n'a réussi à gagner là-dessus. C'est dur d'empêcher les gens d'aller sur des sites. On enchaîne avec Google et 2 news Google autour de la vie privée et de la sécurité. La première, c'est que Google a racheté Mandiant, une société spécialisée en sécurité qui ont beaucoup fait parler d'eux, notamment avec leur surveillance des activités de hacking en Chine. Et ils ont signé un petit chèque de 5,4 milliards de dollars en cash pur pour acheter Mandiant. On a vu notamment ces derniers mois, ces dernières années, le hacking avec les États derrière, des logiciels de type Pegasus, les rançongiciels, etc. Ça devient un vrai gros sujet et Google qui continue à investir lourdement pour devenir un spécialiste de la sécurité. Google qui va aussi devenir un spécialiste de la sécurité des journalistes, puisqu'ils viennent de mettre en place et de mettre à disposition surtout de certains journalistes de Reuters pour l'instant, un Harassment Manager. C'est un logiciel qui va permettre à ces derniers, et notamment en commençant par Twitter, qui est le hasard, de faire le tri dans les retours qui sont du harcèlement, qui sont de l'insulte, qui sont de la menace, et de mettre en place un logiciel qui va détecter automatiquement ce type de comportement pour protéger les journalistes des réactions parfois, on va dire, passionnées, pour dire la chose très très poliment, de certains internautes. On termine cette émission avec du gaming et Elden Ring. Je vous rappelle le gros succès de From Software, critique et commercial, mais pas un succès technique, on va pas se mentir, et notamment que ce soit sur la old gen, que ce soit sur la current gen, ou que ce soit surtout sur le PC, le jeu tourne pas très bien pour un jeu qui est très beau mais qui n'est pas techniquement fou. Le problème, beaucoup de problèmes de code et de technique, From Software n'est pas non plus réputé pour être Guerrilla Games, et on a ici, grâce à Florian, des comparatifs extrêmement poussés sur les qualités d'image, mais aussi des problèmes de framerate, puisque le jeu, et notamment sur PC, quelle que soit la puissance de la config, subit des vrais problèmes de freeze. Pourquoi ? Selon Digital Foundry et selon Ars Technica, c'est dû à un problème de mémoire cache qui fait que des fois le jeu se met à charger des événements qui ont lieu à 2 km de vous, où vous soyez, et se met à freezer. L'intérêt, c'est qu'une machine fait mieux tourner Elden Ring que tout le monde. Ce n'est pas la PS5, c'est pas la Xbox Series X, c'est pas un PC avec des cartes graphiques monstrueuses. Et non, déplaise à mon cher collègue Furlolit, c'est le Steam Deck. Pourquoi ? Puisque le Steam Deck a une mise à jour lundi qui gère le pré-cache de manière beaucoup plus maligne et qui permet notamment à des jeux comme Elden Ring qui sont mal codés, mal optimisés là-dessus. Je vous laisse tous les détails sur l'article d'Ars Technica. De mieux tourner sur un Steam Deck finalement que sur une machine de guerre côté PC. Voilà. J'ai toujours autant envie d'aller recevoir mon Steam Deck. Et dernier point pour finir, ça se passe très bien pour Steam tout court, puisque Steam a livré son bilan annuel
132 millions de joueurs et de joueuses actives en 2021, c'est complètement fou. Globalement, tout se passe bien, tout est dans le vert pour Gabe Newell, qui continue malgré les changements de tendance autour du jeu vidéo, les nouvelles consoles, les formules d'abonnement, etc., etc. On ne fait qu'augmenter, vous l'avez vu, et notamment en Asie, ça se passe très très bien pour Steam. J'espère en tout cas que vous éclatez bien sur Elden Ring, quelle que soit la machine sur laquelle vous le faites tourner. On se retrouve nous dès demain pour une nouvelle émission. À très vite.